Bonjour à tous, bonjour Isabelle. Bonjour Nicolas. Je suis avec Isabelle Colkins, auteure du livre Prenez la parole, prenez votre place. Mhm. On va parler justement de ton livre, un programme, hein. C'est un vrai programme qui est lié, on peut dire, c'est les soft skills, la prise de parole, parler avec aisance et efficacité. Ouais. Avant de passer au vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter succinctement pour les personnes qui te découvrent en ce moment? Oui. Alors, ça fait 12 ans que je travaille pleinement sur la parole, c'est-à-dire que je suis coach en prise de parole en public. Et donc, j'aide les gens à libérer leur parole et à ce que leur parole soit entendue et de l'impact et de l'influence. En fait, depuis que je suis gamine, j'ai tout le temps été intéressée par la parole. Et moi-même, quand j'étais enfant, j'étais pas tout le temps à l'aise avec la parole. En fait, il y a des moments où, quand j'étais avec les copains, la parole, elle était forte, elle était fluide. Et quand je me retrouvais dans une salle de classe, eh bien, j'y arrivais pas. Et donc, ça me questionnait. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Et j'ai vraiment mené une quête sur la parole. D'ailleurs, quand j'étais gamine, je voulais devenir journaliste. Sauf que mes parents n'ont pas souhaité que je fasse une école de journalisme. Donc, je suis devenue juriste. Je suis restée qu'un an juriste. Et après, j'ai tout abandonné. Je suis repartie de zéro et j'ai fait de la communication. Et au fur et à mesure, j'ai retrouvé le chemin vers la parole. Donc, je suis vraiment autodidacte. Je ne viens pas d'une discipline, tu vois, le théâtre ou autre. C'est vraiment le bouquin dont tu parles, Prenez la parole, prenez votre place. C'est vraiment 12 ans d'expérience terrain. J'ai vraiment été rencontrer tous les publics. Je travaille énormément avec les chefs d'entreprise, avec les dirigeants, également avec des conférenciers, avec des enfants autistes, avec des adultes en réinsertion, avec des étudiants, avec des porteurs de projets, vraiment avec presque tous les publics. Et là, dans le bouquin, c'est vraiment la synthèse de toutes ces expériences. Donc, je pense que c'est assez riche. Mhm. Déjà, le titre, ça interpelle. Comment la parole peut prendre une place? Ah, Nicolas, on a tout le temps entendu dire que le verbe est créateur. C'est dans la Bible. Oui, c'est C'est pas vrai. pour rien. En fait, c'est pas pour rien. En fait, c'est quelque chose que l'on sait. Et moi qui travaille sur la parole et sur le verbe depuis plus d'une décennie, je peux te dire que les gens qui ne s'expriment pas, du coup, euh, comment dire, moi j'ai envie de faire le lien avec le fait que quand on ne s'exprime pas, on reste un peu invisible et en fait, on ne devient pas auteur ou créateur de sa vie. Parce que le silence peut être éloquent. On peut transmettre ou communiquer des choses dans le silence, mais il y a un moment, il faut passer par la matière, il faut passer par les mots, et c'est uniquement en faisant usage des mots, en communiquant, en osant dire les choses, qu'on prend vraiment sa place, qu'on devient responsable, qu'on est vu, qu'on est entendu. Donc il y a vraiment un lien très intime entre la parole et le pouvoir. On le sait. Hein. On parle Mhm. tout le temps du fait, c'est les grands orateurs, les gens qui ont l'éloquence facile et qui ont un pouvoir simplement parce qu'ils ont l'éloquence. Le verbe met en mouvement les choses. C'est vraiment très créateur. Même, et ça commence dans la famille, en fait. Oh, Euh, oui. tu fais justement un grand point, justement, sur, tu l'as dit toi-même aussi, tu avais du mal à parler, etc. Et des personnes comme ça, quand on creuse un peu, il y en a plein. Oui. Euh, et en fait, la première chose dont tu parles dans le livre, c'est pas les techniques, c'est pas les éléments où voilà prendre la parole et se mettre comme ça ou comme ça, mais c'est vraiment c'est très psychologique. C'est comme si tu étais un psychologue. Tu travailles, tu donnes pas mal d'exemples d'une personne, d'une femme par exemple, qui euh, rien que le fait tu avais besoin de comprendre son passé. Donc c'est important d'apprendre de comprendre son Ouais. passé. Ouais. Et pourquoi c'est si important? Parce que souvent, l'exercice de prendre la parole, c'est pas simple. Les gens pensent que prendre la parole, c'est qu'une seule compétence, mais c'est pas vrai. Prendre la parole, c'est le fait de mobiliser tout un tas de compétences. La gestion du stress, la gestion des émotions, la vitalité, projeter la voix, la capacité à argumenter, la capacité à créer du lien avec son public, etc. Donc, l'exercice, il est déjà dense en tant que tel.
Mais ce qui se passe, c'est qu'on subit tous des influences qui sont culturelles, mais qui sont souvent familiales. Et mon constat pendant ces 12 ans de coaching avec des personnes qui viennent, hein, c'est que ce qui coince très souvent, c'est l'histoire personnelle. Et dans l'enfance, où il s'est passé quelque chose, soit qu'on ait dit au gamin, tais-toi, tu me fatigues, va dans ta chambre, ne dérange pas, sois jolie, fais un sourire à la dame, dis bonjour, etc. On a tellement entendu des choses comme ça qui nous ont été adressées, ou alors, ça peut être qu'on ne nous ait pas dit ces choses, mais que dans la famille, notre parole n'était pas écoutée. Éventuellement, il n'y avait qu'une personne, soit le père, soit la mère qui parlait, et la parole des autres, on n'en tenait pas compte. Et donc, on comprend que finalement, nous, on n'est pas intéressants et qu'en fait, les gens ne nous écoutent pas, en fait. Et ce qui se passe, c'est que moi, je peux te dire que j'ai coaché des gens, et notamment dernièrement, c'est vraiment drôle. Les gens viennent pour du coaching prise de parole parce qu'ils sentent que la parole est bridée, qu'ils n'osent pas, etc. Et en fait, je les interroge sur leur histoire personnelle. Comment est-ce que la parole était pratiquée au sein de la famille? Qui était écouté? Est-ce qu'on les a écoutés? Est-ce qu'on a valorisé leurs paroles? Et quand on revient à cette histoire personnelle, les gens auxquels je pense là, on a simplement fait parler du passé, on a parlé uniquement du passé, on l'a remis à sa juste place. Ils sont partis, après une séance, il n'y avait plus aucun problème de prise de parole en public. D'accord. C'est vraiment fou. Et mon constat, c'est qu'effectivement, quand on est petit, on est des éponges. Et il a suffi qu'à un moment, on nous dise « Oh, mais tais-toi » ou on l'a dit un peu trop souvent « Tais-toi, tu me fatigues, etc. Va dans ta chambre » ou écoute. Enfin voilà, des choses comme ça, on les a vraiment mémorisées, mais dans les cellules. Et en fait, on grandit et on garde en soi cette croyance que les gens ne veulent pas nous écouter, qu'on n'a rien à dire et qu'on est inintéressant. Et donc, c'est pour ça beaucoup que la parole, elle est bridée et qu'on n'ose pas prendre notre place en prenant la parole. Et donc, l'idée, c'est de déconstruire cette histoire qu'on se raconte à soi-même pour retrouver notre potentiel de prendre la parole. Donc, comme partout, les croyances et tout ce qu'on a vécu en enfance ou des histoires marquantes, ça a de l'importance impactante. C'est crucial. Moi, je suis pour travailler que les gens retrouvent leur parole singulière, leur authenticité. Tu peux avoir des gens qui vont travailler, comme on le disait tout à l'heure, sur de la technique. Donc, la technique va aider, mais souvent, tu te retrouves, tu crées un personnage aussi. Moi, je suis pour faire voler en éclats le personnage, pour redevenir soi, pour s'autoriser à être soi et vraiment faire jaillir notre parole singulière, originelle et authentique. Et quand tu retrouves l'accès à cette parole, en fait, quelles que soient les circonstances, tu seras au bon endroit au moment. Je veux dire que cette parole, elle va pouvoir jaillir parce que tu ne vas pas chercher qu'est-ce que tu dois dire, etc. Toi, tu as appris à la poser, cette parole. Donc, oui, j'utilise des techniques, mais la base du travail, c'est aller permettre à la personne de se libérer de ses freins. C'est vraiment le travail essentiel. Dans l'apprentissage, hein, je fais des liens parce que tu parlais aussi de l'école, Oui. que l'école pratique une parole plutôt verticale et puis récitante. Hein, je vais réciter ce que je sais. Et l'une des premières choses quand on apprend avec les enfants, quand on enseigne aux enfants, c'est plutôt l'environnement et l'attitude qui encouragent les efforts plutôt que les techniques ou autre chose. Comment est-ce que tu peux donner une astuce ou deux pour justement les parents qui ont des enfants justement à l'école, qui doivent apprendre ou qui on voit déjà que ils sont timides, il est timide mon enfant ou ma fille. Moi, tout de suite, en tant que parent, je peux comment me comporter pour encourager mon enfant et puis peut-être décliquer des choses. Ouais, ça, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Moi, je travaille beaucoup avec les jeunes aussi. C'est tellement touchant de travailler avec les jeunes. Je pense qu'en France, on a encore une difficulté. Tout le monde, là, je généralise, mais par rapport au système éducatif et en général dans notre culture française, on est encore beaucoup. C'est en train de se découdre, mais on est encore beaucoup dans le rapport de force, hein, dans cette parole verticale dont on parlait. Et ça se retrouve également au niveau des parents et des enfants. Moi, je connais très bien la culture anglo-saxonne où ils sont beaucoup plus dans le partage. C'est plus, j'allais presque dire fraternel. Il y a pas, le parent n'a pas forcément un pouvoir. Il y a vraiment beaucoup plus, la parole est beaucoup plus fluide.
Et donc, en France, on reste un petit peu sur ces acquis où, et moi je l'entends constamment dans la rue, quand on va dans la rue, il y a tout le temps les parents qui sont en train de crier sur leurs enfants. Mais très souvent, je ne vais pas dire que c'est systématique, mais c'est très souvent, on crie dessus, alors qu'on pourrait leur dire, mais récemment, je vais te prendre un exemple, il y a quelques temps, j'étais à Toulouse, il y a une petite gamine de 6 ans qui, avec sa grand-mère, elle tire sur, pour prendre le sachet, pour ramasser les excréments des chiens. Et elle s'amuse, elle tire, elle prend le plastique. Et la grand-mère qui l'engueule, pourquoi tu fais ça? Elle aurait pu trouver une autre façon de lui dire, mais pourquoi tu as fait ça? Mais tu sais qu'en faisant ça, il y avait plein de façons, plein de chemins. Mais on a appris à réprimer, constamment réprimer. Et donc, quand on réprime, les gamins, ils deviennent timides, ils ne croient plus en eux, ça abîme l'estime de soi. Donc, il faut vraiment changer notre posture et être dans l'encouragement, dans la valorisation. Moi, je me rends compte que dans le coaching, j'écoute les gens pour qui ils sont et je leur envoie, alors excuse-moi du terme, mais j'ai presque envie de leur dire, moi je leur envoie de l'amour, tu vois, dans les yeux. Et en fait, quand tu renvoies une image aux personnes, une image valorisante, ils reprennent confiance en eux et après l'accès à la parole, ils se retrouvent assez rapidement. Mais c'est parce que les gens ont été un petit peu, pas forcément cassés, mais réprimés si souvent. Et tu sais, l'école nous dit constamment peut mieux faire. Comme si on n'était jamais suffisant. Donc, les gens perdent confiance en eux. Donc, en tant que parent, il est vraiment important d'essayer de sortir du rapport de force et de valoriser l'enfant, de valoriser sa parole, en même temps en posant des limites. Je veux dire, l'enfant n'est pas roi, il faut poser les limites. Mais il faut l'écouter, il faut écouter sa parole, il faut parler avec lui comme une personne. C'est pas parce qu'il est enfant qu'il serait idiot. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut retrouver la relation plus constructive. Et si ça s'est retrouvé, déjà l'enfant va se sentir plus respecté, il sera moins timide et il aura plus envie de partager ce qu'il y a vraiment au fond de lui. Et ça, il va le porter dans sa vie après, en grandissant. Tu donnes une équation même, Oui. une équation que pour l'estime de soi qui est fondamentale, finalement, que ça c'est un socle. Amour de soi, tu viens d'en parler, confiance en soi et image de soi. Voilà, c'est les 3 piliers essentiels. Moi, je veux dire, sur l'exercice de la prise de parole en public, la prise de parole en public, c'est intimement lié avec l'estime de soi. Si l'estime de soi elle est abîmée, il y aura une vraie difficulté à prendre la parole en public. Et dès qu'on est plus à l'aise avec soi-même, du coup, le regard des autres ou le jugement potentiel des autres, on arrive à le mettre à distance. Mais si l'estime de soi elle est abîmée, c'est compliqué de mettre à distance le regard de l'autre et on a tellement peur de ne pas être accepté que ça nous paraît un pas de géant pour prendre la parole en public. Donc oui, on peut travailler la prise de parole en public en travaillant l'estime de soi. Et en travaillant et en gagnant en estime, on sera plus à l'aise sur la prise de parole. Et d'un côté, oui, il y a des personnes qui ont une estime de soi, justement, peut-être pas assez élevée, on appelle aussi… bassin. Oui, où on parle aussi de syndrome de l'imposteur, oui. qui est un peu lié à ça. Mais d'autre part, aussi, il y a des personnes qui ont un ego, parce que c'est lié à un ego pour moi, qui est de l'autre côté, en fait. Est-ce que tu rencontres aussi, ou tu as peut-être une anecdote, où tu as rencontré déjà une personne qui a une estime de soi trop élevée, un ego qui est gonflé à bloc, et ça peut la bloquer dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle elle pense que finalement, elle n'a pas de problème de prendre la parole, mais tout est raté parce qu'il y a ce ego qui rate tout. Alors, je n'ai pas rencontré ça. J'ai rencontré le cas de personnes qui n'avaient jamais eu de difficulté sur la prise de parole, qui avaient l'éloquence facile. En fait, aucun problème, vraiment une facilité de prendre la parole. Mais du coup, ce n'étaient pas forcément les personnes les plus impactantes. C'était tellement facile que ça devenait presque superficiel leur façon de prendre la parole. Et donc, ils n'avaient pas l'impact d'autres personnes. Tu vois. Et l'arrogance, moi j'ai coaché des dirigeants, là j'en ai quelques-uns qui me reviennent à l'esprit, qui au début, avant de les rencontrer, coup de fil, etc., je me suis dit, ouh là là, l'ego m'a l'air bien nourri. Et en fait, quand tu vas rencontrer ces gens-là, en conscience, différemment, toi, tu ne joues pas le jeu de leur ego, tu prends l'armure et tu y vas, et ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là ont eu l'ego complètement dégonflé. Tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que les gens auxquels je pense, j'en ai rencontré pas beaucoup,
il jouait un petit peu, il jouait ce personnage, mais quand tu n'acceptes pas de jouer avec eux ce personnage, le personnage vole en éclats. Ça a été mon constat, tu vois. Ok. Mais l'estime de soi, c'est un vrai sujet parce que dans nos cultures, et ça c'est le terrain judéo-chrétien aussi, on me renvoie souvent, mais je ne vais pas parler de moi, c'est indécent, c'est arrogant, ça ne se fait pas. Même les gamins, les étudiants avec qui je travaille, ils me disent, mais madame, ça ne se fait pas de parler de soi. Mais ce n'est pas vrai du tout. C'est pas vrai de tout. Parler de soi n'est pas honteux. Il y a une façon de parler de soi. Tout dépend de l'intention. Si on parle de soi pour se gargariser, oui, ça peut être un peu emmerdant. Mais si on parle de soi au service d'autre chose, c'est un peu l'objet du storytelling dont on parle aujourd'hui, c'est raconter des choses qu'on a vécues, mais au service d'une idée, au service de valeurs. Et là, le jeu ou parler de soi prend toute sa vraie valeur et c'est important. Et moi, j'aime bien rappeler constamment cette citation de Charlie Chaplin qui disait « Tout ce qui est personnel est universel ». Quand on parle de soi, qu'on va chercher des choses plus intimes et qu'on les révèle, on vient toucher l'humanité des autres, on les touche. Voilà, et donc ça, c'est oser parler de soi, mais au service de quelque chose de plus grand que soi. Tu as dit quelque chose de très intéressant par rapport à la religion et comment en fait être croyant dans une telle ou telle religion, ça peut influencer le fait de prise de parole en public et justement cette question d'être à l'aise etc. J'ai un ami qui était pendant toute son enfance et une grande majorité de sa vie adulte, il était dans la famille témoin Jéhovah. Depuis, il a quitté. Mais en fait, quand on a parlé justement des prises de parole en public, etc., en fait, quand on a parlé de tout ça, il me dit c'est que chez les témoins de Jéhovah, ils sont vraiment amenés à parler en public. Et je me rappelle une fois, quand j'étais avec lui à j'étais à un événement, c'était en Pologne il y a plusieurs années de là, où j'avais encore peur. Moi, je n'étais jamais intervenu en public. Et on était dans une salle à 1000 personnes. Et puis, le speaker, il nous a fait un exercice. Il a dit, maintenant, je vais prendre une personne de chez vous et préparer 30 secondes de elevator pitch, un pitch, et puis vous allez parler. Et puis du coup, il se promenait dans la salle, regardait tout le monde, et puis il disait, qu'est-ce que vous avez ressenti? Et là, c'était la paire. Sauf mon ami qui était là, il disait, ben moi, j'ai pas peur parce que lui, il a déjà fait ça. Parce que voilà, dans leur mode de fonctionnement, ils font tous ça, ils parlent en public et ils sont amenés à le faire. Mais là, on arrive justement à ce sujet de peur de parler en public. D'où vient cette peur, justement? Bien, tu sais, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'exercice est très complexe. L'exercice est complexe. En tant qu'humain, on a tous envie de se faire aimer. On a tous envie d'être acceptés. On a tous envie d'appartenir à une communauté, etc. Donc, on a tellement peur que l'autre nous rejette. On est conscient que l'exercice est compliqué et on a peur que l'autre nous rejette. Et en plus, nous, notamment en tant que Français, on rajoute des couches parce qu'il y a le système éducatif, parce qu'il y a des influences qui font que ça nous rend l'exercice encore plus compliqué. Donc, oui, on a du mal à y aller. Et tu vois, je te parlais tout à l'heure de la culture anglo-saxonne que je connais bien. Par exemple, aux États-Unis, alors pas partout, hein, mais dans beaucoup d'écoles primaires, les gamins, dès qu'ils rentrent de vacances, chacun passe devant la classe et raconte ses vacances. Ça veut dire que les gamins, depuis qu'ils sont petits, ils font cet exercice régulièrement. Et en fait, ils grandissent, ben, ça ne leur pose pas trop de problèmes parce qu'ils le font depuis qu'ils sont gamins et en plus, ils racontent des choses dont ils ont envie de parler. Donc, plus tu le fais, plus tu vas le faire régulièrement, plus tu le fais petit et plus bah, l'exercice, tu es habitué à le faire. Donc, tu ne te questionnes même plus sur l'exercice puisque tu le fais en fait. Toi. Donc, en prise de parole, c'est évident que plus tu forges et plus tu vas devenir un forgeron, tu sais, en fonction du fameux adage. Donc, plus on va être en capacité de le faire, plus on va le faire et plus on sera à l'aise parce que la peur, elle grandit avec le fait de ne pas le faire. Moins on le fait et plus on alimente cette peur en fait. Donc, il faut faire, il faut
prendre la parole en public, il faut s'autoriser à parler quand on n'est pas à l'aise et le faire de plus en plus régulièrement. Et plus on le fera, et plus on va dégonfler cette peur, et plus l'exercice nous sera de plus en plus fluide. Donc, c'est une question de temps et d'environnement, si je comprends bien. Oui, c'est l'histoire personnelle à laquelle je reviens beaucoup, comme on a été éduqué. Voilà, si les personnes qui étaient importantes pour nous, les parents ou pas forcément les parents, s'ils nous ont valorisés ou pas, plus on a été valorisé, plus l'estime de soi elle est saine et moins on aura de problèmes avec l'exercice. D'accord? Mais si on est dans un milieu où on n'est pas écouté, où on nous a même bridé la parole, tu sais, je raconte un exemple dans le bouquin, je pense que tu as dû lire ça. C'est une chef pâtissière qui m'appelle un jour et qui me dit voilà, on me demande des interviews et je refuse systématiquement Oui. parce que j'ai rien à dire, j'ai pas de vocabulaire et je suis ennuyeuse. Et elle me balance ça comme ça. Et au téléphone, moi, c'est pas ce que je ressens de la personne. Donc, on entame un coaching et donc je l'interroge. Raconte-moi, quand tu étais gamine, comment ça se passait chez toi à la maison. Et c'est là qu'elle me dit, ma mère était institutrice et moi, je l'attendais à la maison et quand elle rentrait, quand je voulais lui parler et tout, ben, elle me dit, ah, tais-toi, tu me fatigues. Parce que la maman, elle avait le cerveau rempli des cris, des paroles d'enfant et elle n'en pouvait plus. Et elle a dit à sa fille, mais tais-toi, tais-toi. Et la petite fille de 4-5 ans, bah, sa maman, c'était important, elle voulait préserver l'amour, donc sa maman lui demande de se taire, et ben, elle se tait. Et elle a grandi comme ça, et jusqu'à l'âge de 37 ans, grosso modo, elle s'était tue. Et à force de se taire, tu te racontes à toi-même, je me tais, donc je ne suis pas en train de prouver aux autres que j'ai des choses à raconter. Ça veut dire, par conséquent, que j'ai rien à raconter, que je suis ennuyeuse et que j'ai pas de vocabulaire puisque je m'exprime pas. Et elle croyait dur comme fer ces trois choses-là. Et il a fallu redescendre dans l'enfance, qu'elle prenne conscience de l'histoire qu'elle se racontait, d'où ça venait, déconstruire cette histoire et qu'elle se raconte une nouvelle histoire. Et partant de là, on a pu travailler, etc., etc. Parce qu'après, il y a quand même des principes. Hein. C'est pas on dépouille l'histoire et ça fait sauter tous les freins. Après, il faut expliquer encore comment il faut faire. Oui. En fait, ce que tu viens de dire, entre-temps, je prends des notes pour ne pas oublier les choses. Justement, quand on parle de monde anglo-saxon, il y a par exemple, cette fameuse habitude que pendant les mariages, il y a le talk, le speech de témoins, des parents, et c'est fabuleux. Moi, je l'ai vécu une fois, j'étais au mariage de Jérôme. Et en fait, j'ai trouvé l'exercice formidable. Et en plus, c'est préparé. Hein, et je me disais, waouh, mais comment ils font en fait et ça fait partie de leur culture, mais c'est un exercice formidable. Oui, oui, oui. Bah oui. Oui, et tu sais, ça arrive de plus en plus en France. Hein, maintenant, dans les mariages, dans les réunions familiales, de plus en plus, il y a des discours. Hein. On retrouve ce goût de l'éloquence, ce goût de la joute verbale. Et c'est joyeux parce que c'est ce qu'on disait en ouverture, hein, en levée de rideau, c'est que plus on va s'exprimer et plus on va, comment dire, et plus on va être vivant aussi, plus on rentre au contact des autres, plus on prend sa place, plus on crée de la vie. Tu vois, c'est vraiment un vecteur de vie, la parole aussi. Hein. Et si chacun reste sur ses positions, ben c'est un peu triste. Donc la parole, elle permet d'exprimer cet élan vital aussi et puis de tisser des liens encore plus solides, en vérité. Moi, ça me donne carrément, en fait, ça m'inspire parce que mon frère, il va se marier très prochainement cette année. On va voir avec le confinement parce qu'on en tourne ça en confinement en 2020. Maintenant, c'est sûr que je suis témoin, je veux préparer quelque chose. Ça va être drôle hein, d'autre part. Un autre, je pense, les personnes, mais comment on peut faire et est-ce que, je ne sais pas si en France ça existe, les Toastmasters? Oui, ça existe. Bien OK. sûr. Parce que toi, tu fais aussi, tu organises les TEDx. Oui. Est-ce que tu peux dire comment, en fait, admettons, on a une personne qui nous écoute et qui est intéressée pour tout simplement apprendre à donner une conférence. Pas forcément postuler pour le TEDx, mais déjà donner une conférence. Et je sais qu'avec les personnes, ceux qui vont donner une conférence pendant le TEDx, ben, on travaille, on prépare pendant quelques temps. Oui. À quoi ressemble ce travail?
Donc, pas forcément pour un TEDx, hein, en général. En général. Alors, c'est Winston Churchill qui disait qu'un discours improvisé avait été réécrit 3 fois. Oui. La parole, si on veut vraiment créer de l'impact, il faut vraiment préparer son sujet à tous les niveaux, dans l'articulation des idées, dans le storytelling, dans le démarrage, dans la fin. Il faut se le répéter pour être fluide avec. Il faut projeter la voix. Voilà, il faut vraiment s'approprier le sujet. Donc, c'est vraiment un long travail, la conférence. Et moi, je conseille aux gens qui veulent faire des conférences de se faire aider parce que mon constat, les gens qui viennent me voir pour des conférences, et là je parle même de conférenciers pro, hein, ou les gens qui viennent me voir pour un TEDx, souvent ce qui me donne au démarrage, je vais être un peu méchante, c'est convenu. On ne sait pas les richesses qu'on a à l'intérieur et souvent on connaît trop notre matière et donc on en reste avec les choses qu'on manipule tous les jours. Et souvent, quand les conférenciers viennent me voir, en fait, on met de côté ce qu'ils savent déjà et on recommence à zéro. Et je les interroge et en fait, je cherche à savoir pourquoi est-ce que vous, à ce moment, pourquoi ça vous est important de parler de ce sujet précisément? Qu'est-ce qui fait que vous souhaitez prendre ce sujet-là? Il y a fatalement quelque chose de votre vie où il y a quelque chose qui vous lie à ce sujet. Et donc, il faut aller chercher ça parce que ça crée de la légitimité, de la crédibilité. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens, en fait, intérieurement, ont toujours plus de matière pour parler d'un sujet qu'ils ne le savent réellement. D'où l'importance de se faire accompagner. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font des conférences. Il y a de plus en plus, avec le confinement et l'après-confinement, on ne sait pas ce que va devenir ce monde. Ouais. On ne sait pas, parce que tout tombe à l'eau en ce moment. Et après, ça se fait en visio. Hein. Mais il y a tellement de personnes qui prennent la parole aujourd'hui. Moi, je recommande, dans tout ce brouhaha, de ne pas ajouter du bruit au bruit. Chacun a des choses à raconter, mais j'ai envie de vous dire, faites-vous accompagner ou lisez les bons bouquins pour aller chercher la vraie matière et pour être capable de vraiment impacter. Parce qu'il y a tellement, on est dans une période d'infobésité, où il y a tellement, et surtout en ce moment dans le confinement, il y a tellement de contenus qui circulent, qui sont disponibles. C'est génial et en même temps, on n'en peut plus. On n'a plus la disponibilité d'aller chercher du contenu tellement on est surchargé d'informations. Donc, quant à prendre la parole, autant bien le préparer pour que ça ait vraiment son effet, que ça ait son impact. Donc, ça se travaille dans toutes les dimensions, hein, du contenu, la forme. Et moi, j'aime beaucoup rappeler aussi cette citation de Victor Hugo qui disait que la forme, c'est le contenu qui remonte à la surface. On ne peut pas distinguer les deux. Les deux ont leur importance. Tu vois, la voix, la posture du corps, le souffle, le regard, sourire ou pas sourire, c'est aussi important que ce qu'on raconte en fait. Parce que le tout va impacter. Oui, on impacte avec tout et on impacte d'une manière différente aussi si on est homme ou femme. Oui. Et tu as tout un chapitre qui est vachement intéressant sur la parole de l'homme et de femme. C'est quoi la différence entre les hommes et les femmes? Voilà, on m'a souvent posé la question et pour moi, il n'y a pas photo en fait. Les hommes et les femmes ont chacun leur problématique hein, par rapport à l'exercice de la prise de parole, mais il y a quand même une thématique chez les femmes et une thématique chez les hommes. Chez les hommes, moi j'ai souvent beaucoup d'hommes qui viennent me voir en me disant prendre la parole en public, ça va, j'ai pas forcément peur, c'est ok, etc. Mais il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose pour vraiment impacter. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'en fait, leur parole est un peu sèche ou abrupte. Et ce qui manque, c'est le lien aux émotions. Et ça, souvent, c'est aussi l'éducation, hein, où on demande aux hommes d'être forts, etc., de pas ne pleure pas mon fils. Voilà, on les distancie, hein, on les aide à se distancier de leurs émotions. Et donc, ils perdent un peu le chemin des émotions. Et si on veut impacter, si on veut toucher les gens, il faut être en lien avec les émotions. Parce que c'est ça qui va nous permettre de créer un sens de l'urgence. Donc, souvent, c'est ce travail que je fais avec les hommes. Et les femmes, est-ce que tu as une idée? Mais tu as lu le bouquin, donc tu dois savoir. Oui, ce sont les émotions en fait. Ça me fait penser, il y a un an, il y a à peu près un an, j'ai traduit une conférence de polonais en français en Belgique et c'était un couple, homme et femme.
Et justement, monsieur, le mari, lui, c'était une parole exactement comme tu dis. Il y avait des chiffres, c'était bien, et puis il n'y avait pas d'émotion. Ouais. Donc, moi, je traduisais des paroles, etc. Et puis après, c'était sa femme qui a une charisme aussi. Hein. C'est une personne Ouais. avec une grande charisme. Et puis, et en fait, bon, j'ai traduit aussi, mais en fait, à la fin de la conférence, les participants sont venus me voir. Ils ont dit, euh, ben, quand c'était Cyprien qui a parlé, ben, c'est bien parce qu'on comprenait rien, mais comme c'était sa femme, ben, on a tout compris par les émotions. Il n'y avait pas besoin de traduire en fait. C'est dingue, c'est puissant. Hein. Donc c'est ça la différence. C'est fou. Hein. Et donc, la problématique des femmes, c'est la légitimité. Moi, je sais que dès que je vais coacher une femme, il va falloir en passer par la légitimité. En 99,99% des cas, qu'elle soit chef d'entreprise ou cadre, ou quel que soit son poste, hein, elle peut avoir très bien réussi. Malgré tout, il y aura un problème de légitimité. Mais qui je suis, moi? Est-ce que je suis vraiment à la hauteur? Est-ce que c'est le poids historique où les femmes maintenant ont de plus en plus de postes de responsabilité, mais c'est encore relativement récent sur l'échelle de l'humanité. Donc, il y a tout le temps le pouvoir, il est encore incarné par l'homme. Et dans l'inconscient des femmes, est-ce que la femme a vraiment sa place dans le pouvoir, en fait, dans la responsabilité, tu vois? Donc, il y a tout un travail à faire pour faire comprendre aux femmes que cette problématique, ces questions et cette peur de ne pas être à la hauteur vient d'une histoire de l'humanité et des femmes qui se sont mises à côté de leur mari ou derrière leur mari, et qu'aujourd'hui, l'époque invite justement à ce que la femme prenne toute sa place. Et donc, moi, je les invite à s'autoriser de plus en plus à prendre leur place pour que le travail soit beaucoup plus facile pour les jeunes filles qui arrivent, qu'elles n'aient plus, elles, cette problématique. Mais ça, c'est un poids historique, donc c'est pas évident, mais on discute, on travaille dessus, je leur explique, et donc le fait qu'elles l'identifient mieux, ça aide et ça leur donne envie justement d'y aller après. Oui, en effet, comme tu dis, c'est intéressant d'observer, hein, Ouais. alors que les femmes ont beaucoup de contenu, mais elles transmettent voilà, justement elles ont une capacité incroyable Mais bien sûr. une fois Mais, sur scène. tu sais, Nicolas, là, je t'écoutais, elle me revient à l'esprit, il y a quelques mois de ça, j'étais à une conférence où il y avait une table ronde à la fin, et les différents intervenants étaient invités à revenir sur scène. Et donc, il y avait 4 femmes et 3 hommes. Ils sont tous montés sur scène ensemble. Figure-toi que, naturellement, je ne sais pas si c'est le terme adéquat, en tout cas, les femmes ont été s'asseoir sur les bords et les hommes au centre. Et c'était un consensus. Hein. Je veux dire, de toute façon, les femmes allaient naturellement sur les côtés et les hommes au centre. Et quand la maître de cérémonie posait une question et voulait donner le micro à un intervenant, bah, les hommes ne se posaient pas la question. Ils levaient la main pour répondre, etc. Et les femmes, il y avait une grande timidité. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Non, non, mais c'est tellement dans le comportement, dans les cellules, tu vois, il y a un vrai travail de prise de conscience à opérer pour s'autoriser après à y aller. Voilà. J'ai bon espoir. Hein. Oui, oui, oui. Et en même temps, justement, pour éviter ce genre de situation, tu donnes aussi des astuces dans le livre pour animer, par exemple, des tables rondes, des réunions, même des webconférences, tout ce qui touche en fait à la prise de parole. Et justement, pour éviter, comment on pourrait, moi, je suis, admettons, le maître de cérémonie. Ouais. Et puis pour qu'une personne ne prenne pas trop de parole par rapport aux autres, comme il y a une table ronde, comment faire? Ah. Quand on est maître de cérémonie, on est effectivement maître du temps, déjà. Hein. On est maître du temps, on est maître à ce que la conversation reste sur le périmètre pour laquelle les gens sont venus écouter cette conversation. Et puis effectivement, il faut être constamment vigilant à ce que le temps de parole soit respecté entre les différents intervenants. Ça, c'est beaucoup de vigilance parce qu'il y a des gens qui sont à l'aise et qui vont s'accaparer la parole et d'autres qui justement sont plus en retrait et qui vont avoir tendance à ne pas réclamer la parole ou quand on leur donne le micro, à parler très peu. Donc, c'est le rôle du maître de cérémonie d'égaliser tout ça. Donc, il va falloir qu'il encourage et qu'il mette en confiance les gens qui sont Il va falloir déjà que, ils soient un peu psychologues pour se rendre compte, voilà, ces personnes-là vont avoir besoin d'aide et il va falloir que je les aide à parler davantage. Et d'autres, là, il va falloir mettre les freins ou mettre les barrières. Donc,
pour équilibrer que chacun ait sa place au niveau de la parole. Donc, il faut encourager d'un côté les personnes qui sont moins à l'aise et celles qui sont à l'aise, à un moment, il faut les arrêter et il ne faut pas avoir peur d'y aller. Il faut aussi toujours poser le cadre avant, c'est-à-dire rappeler avant même que la table ronde ait lieu, de dire aux intervenants, voilà, votre temps de parole, c'est ça, respectez le temps des uns et des autres. À chaque fois, il faut constamment rappeler les règles du jeu, de façon à ce que après, c'est plus facile de les rappeler. Si elles n'ont pas été posées au démarrage, eh ben, ça part un peu dans tous les sens. Mais si on rappelle les règles du jeu avec un temps de parole relativement égal pour tout le monde, c'est plus facile de rappeler ça aux intervenants le moment venu. D'accord. Une chose à laquelle je réfléchis aussi, par exemple, pour aider certaines personnes à, quand on partage justement pour l'interview, en revenir à cet exemple de la pâtissière, est-ce que ça suffit justement juste de parler avec elle de ça, ou est-ce que tu as donné aussi des techniques? Parce que je sais, l'interview avec les journalistes, les différents médias, etc., on peut parfois tomber dans des pièges, hein, et Oui, oui. on voit ça aussi régulièrement. Oui, oui, oui. Comment, parce que c'est un exercice qui peut arriver assez régulièrement, si on, par exemple, développe notre activité et puis on se fait interviewer par-ci ou par-là. Et là, on peut marquer pas mal de points, mais c'est à double tranchant, en fait. Oui. Quelles sont les petites astuces que tu pourrais donner dans ce Bon, cadre-là? pour revenir à l'exemple de la pâtissière, on a travaillé beaucoup ça, hein, parce qu'effectivement, quand tu es interviewé dans les médias, c'est important. Ça a de l'impact, hein. La parole, une fois qu'elle est diffusée, elle est diffusée. Donc, c'est vraiment important. Moi, je dirais que souvent, ce qui se passe, c'est que face à des journalistes, lors d'interviews, les gens sont un peu timides. C'est-à-dire qu'ils donnent tout le gouvernail aux journalistes. En fait, le gouvernail, oui, c'est un peu journaliste, mais il faut mettre vos mains sur le gouvernail. À savoir qu'il faut arriver à l'interview avec déjà le message que l'on veut transmettre et pas attendre que le moment ait lieu et simplement répondre aux journalistes. Vous, lors de l'interview, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre? Avec quoi vous souhaitez laisser le journaliste? Donc, il faut être bien conscient de ce qu'on veut transmettre, la notion générale, et puis même quand même articuler différentes idées pour être sûr de bien les transmettre. Parce que les gens sont souvent passifs dans des interviews. Ils répondent simplement à la question. Mais en vérité, une question, on peut l'amener là où on veut. C'est pour ça que je disais, on peut mettre les mains sur le gouvernail. C'est ce que font les hommes politiques. Hein. Constamment, il y a une question, mais en fait, la question, ils l'amènent quelque part et voilà, là, ils en font ce qu'ils veulent, tu vois. Mais c'est vrai. On est aussi des hommes et des femmes libres. Donc, oui, l'interview, c'est un échange, mais vous venez également pour transmettre quelque chose. Donc, soyez bien conscient du message que vous voulez transmettre pour être sûr que c'est bien. Et après, si vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, que vous voulez vraiment transmettre, utilisez les différentes questions pour aussi les amener sur le terrain où vous souhaitez aller, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment de préparer et de ne pas être passif. D'accord ? C'est vraiment les éléments clés, en fait. OK. On arrive vers la fin de notre interview. On pose toujours les questions, comme l'ADN des intelligences, c'est pour passer à l'action. Si tu devais donner top 3 des meilleures astuces pour les personnes qui sont justement intéressées par le sujet de prise de parole, ce serait quoi? Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, je l'ai évoqué tout à l'heure, la première chose que je proposerais, c'est quand on a une problématique, on n'est pas à l'aise, on a un peu peur sur l'exercice de la prise de parole en public, c'est de s'autoriser tous les jours, j'allais dire, à parler davantage. C'est-à-dire que souvent, il y a des choses qu'on a envie de dire et qu'on ne dit pas. On s'arrête avant, on a envie de poser une question, on ne le fait pas. Dans la rue, on voudrait savoir quelle heure il est, on n'a pas le téléphone, il y a une personne, on n'ose pas, on ne fait pas. Donc, tous les jours, poser un acte au niveau de la parole, où on ne reste pas uniquement dans les habitudes, dans le confortable et dans le familier, on sort de ce champ-là et on sort un peu de cette fameuse zone de confort. Sur la parole, c'est-à-dire des choses qu'on ne dit pas, ou même ça peut être des compliments aux enfants, des compliments aux gens qu'on côtoie régulièrement et on ne leur dit pas, tu vois. Donc, oser exprimer davantage. Et simplement, si vous exprimez, même oser exprimer davantage
un compliment, ça va aider dans l'exercice de la prise de parole parce que vous commencez à délier la parole. Donc, la première astuce, c'est vraiment de travailler sur la parole et tous les jours poser un acte au niveau de la parole. Libérer cette parole tous les jours, petit peu, mais régulièrement. Deuxièmement, moi, j'aime bien un exercice aussi qui est de prendre un livre, un magazine, n'importe quoi, un dictionnaire, de l'ouvrir ou même une tablette ou un ordinateur, prendre du texte et de s'amuser à le lire à voix haute pour retrouver la joie presque de déclamer, j'ai envie de dire. Dans les coachings, ce dont je me rends compte, c'est que les gens ont souvent une voix faible parce qu'on passe nos journées, tu vois, assis derrière un ordinateur, au téléphone. Donc la voix, elle faiblit, notre vitalité faiblit. Et donc l'idée, c'est de retrouver un souffle et du dynamisme. Si on veut impacter, il faut du dynamisme. Donc il s'agit simplement de prendre n'importe quel livre, de l'ouvrir et de le dire à voix haute, avec joie, avec du fun, avec du dynamisme et en arrêtant de lire de façon automatique. Souvent, les gens sont en automatique, ils vont trop vite, ils n'articulent pas, etc. Donc, amusez-vous, goûtez les mots et faites de la lecture à voix haute. Ça, ce serait mon deuxième exercice et faites-le avec fun. Et même d'ailleurs au théâtre, il y a une chose où tu fais une lecture, tu t'amuses, tu le fais en riant, tu le fais de façon neutre, tu le fais avec de la colère. Enfin, on peut s'amuser à mettre de la couleur après dans le texte, mais au moins à voix haute. Et troisième exercice, là c'est bon pour la vie en général, pas uniquement pour la parole, pour la vie en général. C'est un exercice que j'adore et qui change la vie. C'est de la respiration et c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, ça change tout. Ça change tout. Quand on travaille sur sa respiration, idéalement, il faudrait le faire 20 minutes par jour. Mais si on ne le fait que 5 minutes ou 10 minutes par jour, vous allez sur YouTube, vous allez trouver des vidéos de cohérence cardiaque. Il suffit de respirer au niveau du ventre, au niveau du diaphragme, avec le diaphragme, sur le rythme qui est donné dans la vidéo. Ça change tout. Quand on travaille sa respiration, quand on retrouve le lien à sa respiration, on pense mieux, on détend l'organisme, la voix sort davantage, ça change tout. Ça change dans tous les compartiments de la vie. Donc voilà, les 3 exercices que je proposerai. Ok, super, merci. Donc, le premier, c'est tout simplement oser voir les autres, se donner peut-être quotidiennement des petits défis, d'aller peut-être même demander des personnes dans la rue, n'importe quoi. Oui, ou dire davantage ce qu'on pense à nos proches, voilà, exprimer les choses qu'on n'exprime pas généralement, les exprimer. Donc ça peut être auprès d'un inconnu, auprès de proches, demander, exprimer, mais sortir davantage la parole une fois par jour. Ce qu'on ne fait pas habituellement. Ok, très pratique, facile à mettre en place une fois qu'on a déconfiné. Oui. Le deuxième, c'est moi j'ai noté vivre le message, me faire vivre le message. Un exercice très simple où je prends un livre et puis je vais le lire de différentes manières. Mais vraiment poser les mots et parce que en fait, tu le parles dans le livre, hein, c'est vrai que il y a tout un chapitre sur le message qu'on a envie de transmettre. Oui. Et on peut le transmettre comme ça, mais on peut le transmettre vraiment. Exactement. C'est ce qui se passe souvent aujourd'hui, c'est qu'en fait on est un peu à plat. La voix est à plat, l'énergie est à plat parce qu'on va tellement vite, et en fait, l'idée, c'est de reprendre le temps, d'étirer le temps, de prendre du temps et de mettre du souffle dans ce qu'on dit. Tu vois, de l'énergie, de la vitalité, de l'articulation, etc. Et du coup, ça impacte les gens, ils vous écoutent davantage. Et l'idée, c'est d'en dire moins, en fait, après. Dans la vie de tous les jours, vous en dites moins, mais comme vous le dites mieux, les gens, ils sont intéressés. Ah ouais, mais tu m'en dis plus, là Tu vois. La cohérence cardiaque, c'est intéressant parce que nous, on le fait aussi dans notre programme de lecture rapide. Voilà. Quand on s'entraîne à la lecture rapide, en fait, on n'a pas que notre cerveau aussi, et le corps entier. Et à partir de ce moment-là, c'est bon pour tout. C'est bon pour tout, mais vraiment, c'est bon pour tout. Dès qu'on touche à la respiration et qu'on travaille sur elle, les impacts sont incroyables. Ok, une dernière question. Quelle est l'habitude ou la pratique quotidienne qui est incontournable pour toi? Il y a une époque, je t'aurais dit justement la cohérence cardiaque. Là, je le fais moins malheureusement, mais je vais le refaire parce que je sais à quel point ça change tout. Non, la chose pour moi qui est vraiment essentielle en fait,
c'est vraiment de marcher et si possible dans la nature et près des arbres. Ça me ressource, mais complètement. Pour moi, c'est comme de mettre ma prise, là, je me recharge. C'est la marche et si possible dans la nature. C'est mon souffle. Là, c'est mon souffle. Je régénère mon souffle. Ouais. Ok, merci beaucoup Isabelle pour ton partage. On met le lien aussi pour retrouver ton livre donc dans la librairie Internet. Et ben, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Nicolas. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.